Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à l'espace citoyen du Parti communiste français où nous co-recevons, si le terme existe, avec l'UL-CGT, en la personne d'Arnaud ici, Gérard Filoche. Donc nous sommes ravis de t'accueillir, Gérard. Gérard que vous connaissez sans doute si vous êtes là, et si vous ne le connaissiez pas, inspecteur du travail. Alors on dit inspecteur du travail à la retraite ou toujours inspecteur du travail? J'ai 2 enfants à inspection du travail. Voilà. Et puis bien sûr militant CGT et plein d'autres casquettes qu'il vous présentera, mais aussi auteur. Donc vous avez une table à l'entrée où vous trouverez les titres, les ouvrages de Gérard. Alors Gérard, tu permettras cette petite digression puisque nous avons un second auteur dans la salle ici, qui vient de sortir un livre qui s'appelle François Liberty, je ne le vois pas. Voilà, donc... et puis, hein, ah, tu es là, tu es derrière le poteau. Voilà, donc 2 auteurs, et puis je sais qu'on est au moins 2 anciens salariés du livre dans la salle, donc je lance l'idée du premier salon du livre progressiste de Sète, si jamais il y a des volontaires. Mais ça pourrait être une bonne idée. Voilà, donc la réunion va durer à peu près, les échanges entre Arnaud, Gérard et moi-même vont durer à peu près 45 minutes, et puis nous aurons 45 minutes de débat ensuite. Voilà, donc si ça vous va, si vous m'entendez, tout le monde m'entend quand je parle, je suis un peu enrhumé, je vous prie de m'en excuser. Voilà, donc Gérard, on avait envie de t'entendre sur ces nouvelles formes de précarisation du travail que sont... la plateformisation, le terme n'est pas beau, mais on le comprend bien quand on dit ubérisation. L'auto-salariat, l'auto-entrepreneuriat, autant de termes qui s'inscrivent finalement dans une tradition du patronat et du capitalisme, de précarisation du travail et d'individualisation des travailleurs. Est-ce qu'avant d'aborder ces questions-là, tu peux nous donner un petit contexte historique sur cette précarisation du travail et les attaques contre les travailleurs? Merci de poser la question. D'abord, merci de l'invitation à tous les deux. Moi, je suis très content de reprendre des meetings, des réunions, etc. J'ai été sevré, et bien que j'avance en âge, j'aime beaucoup ça. Voilà. Oui, évidemment. Sur le plan du... Non, ce n'est pas des nouvelles formes de précarisation. C'est très ancien. Très ancien. Est-ce que vous avez vu un film dans cette salle qui s'appelle Quémada? C'est un film de Gilles Pontecorvo. Vous savez, c'est un grand cinéaste. Et il avait fait un film qui a longtemps été interdit en France, qui s'appelait La bataille d'Alger. Et il a été persécuté pour ça, et le film longtemps banni. Et le film de Quémada est un grand film où il a eu les moyens hollywoodiens sur la libération des esclaves. On est à Haïti. L'acteur principal n'est pas n'importe qui, c'est Marlon Brando. Et je vais court parce que je ne veux pas vous priver d'aller voir le film, mais pour mon sujet de ce soir et ta question, il y a un moment donné où les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens tirent dessus, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens tirent dessus, l'île s'embrase, c'est la vérité à Haïti, ça s'est passé d'ailleurs exactement comme ça. Et puis les propriétaires terriens sont affolés, et il y a l'agent anglais, Marlon Brando, qui les réunit, et qui leur dit à peu près ça. Vous verrez le film. Arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez. Réfléchissez. Ça vous coûte cher. Parce que vous avez des esclaves, mais il faut nourrir les enfants. Vous les logez. Ils sont malades. Vous leur donnez à manger quand même. Ça vous coûte. Et puis quand ils sont vieux, ils ne peuvent plus travailler, mais vous les nourrissez encore. Calculez. Ça coûte cher, un esclave. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et pour le reste, ils se débrouilleront. Et Marlon Brando réussit à convaincre les propriétaires terriens d'Haïti de renoncer à l'esclavage. Et d'ailleurs, ce qui se passe à ce moment-là dans la plupart des pays, circonstances des îles où cela s'est produit, c'est que les anciens esclaves ont été chassés des cases, certes limitées et malodorantes dans lesquelles ils vivaient, mais ils ont été chassés même de ça, renvoyés dans les forêts, privés de tout travail, et parfois les propriétaires ont fait venir d'autres immigrés, parfois souvent en Martinique c'est des Indiens qui sont arrivés, et qui ont pris la place, sans pouvoir se battre pour leurs droits,
tandis que les anciens esclaves perdaient le peu qu'ils avaient de protection de la part des propriétaires. Et c'est ainsi que sont nés, mais pas seulement dans ces cas-là, ce qu'on a appelé, comment c'était, les besogneux, les manouvriers, les loueurs de droit, les journaliers, c'est-à-dire ce qui a précédé le salariat. Et il a fallu, pour que le salariat gagne les droits que nous lui connaissons encore, il a fallu des années et des décennies. Si vous lisez le livre de Gérard Noiriel sur l'histoire populaire de la France, on constate assez nettement que pendant tout le 19e siècle, ce n'est pas le salariat. C'est encore des formes d'auto-entreprise. J'ai dit le mot trop tôt, mais de travaux individuels. Même dans Germinal, célèbre Germinal de Zola. Vous regardez, mais celui qui est chef de famille, c'est lui qui paye la famille. Ils sont par groupe de 4, 5, 6, 10, et ils louent leur équipe. Et l'artisan, ce ne sont pas des salariés dans les mines. Après, c'est célèbre, les canuts. Et toute une partie de la naissance du salariat, je vais vite, hein, je ne vais pas vous faire Gérard Noiriel, que je vous conseille de lire par ailleurs, mais toute une partie du salariat, il met du temps à naître comme salarié. Ce sont souvent, on travaille dans les champs dans la journée, et le soir, on travaille en famille sur du textile. Et ce sont des services loués. Ça n'est pas un statut de salariat. Le statut de salariat, véritablement, on peut le dater vraiment de la fin du 19e, du début du 20e. Et vous savez que le Code du travail est mis en place en 1910 seulement. Hein, c'est décembre 1910. Il est d'ailleurs la conséquence d'une énorme secousse sociale. On sous-estime toujours qu'en 1905, il n'y a pas que la première révolution russe, mais il y a des mouvements sociaux en France d'une très grande ampleur. C'est ceux qui vont aboutir à la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi autour de mouvements sociaux. Et les mineurs, c'est la catastrophe de Courrières. Et la catastrophe de Courrières, c'est exactement 1099 morts. Les patrons disent, vous continuez à bosser, on ne va pas chercher les survivants. Ils refusent. Les gens disent, on va chercher les survivants. Et ça arrive le 15 mars 1906, les 14 plus 1 vont sortir des mines par leurs propres moyens le 31 mars 1906, et ça va être il n'y a pas BFM à l'époque, hein, mais ça va être quand même une connue de la France entière, que le patron n'avait rien fait pour tenter de les sauver, et ça va être une explosion telle que Clémenceau, qui n'a pas fait des choses très progressistes toute sa vie, s'écrit plus jamais ça, et la naissance du Code du travail est décidée à partir de cela, avec un point fondamental qui consiste à dire on va subordonner, enfin les entreprises vont devoir tenir compte des droits des salariés. Les besoins et droits des salariés doivent être pris en compte par les entreprises. Et la naissance du Code, le temps de le rédiger, en 1910, écoutez, vous avez à ce moment-là, il y a 3 lois et 80 articles. C'est un petit code. Mais il n'y a aussi que 3 millions de salariés en France. 3 millions en 1910. Le salariat est une création récente. C'est-à-dire qu'on peut dire en 1936, par exemple, le salariat était minoritaire. Il était à peu près un tiers de la population active. Les paysans étaient majoritaires. Les commerçants, les artisans étaient majoritaires, pas le salariat. Le salariat commence à percer après la Seconde Guerre mondiale en tant que salarié. Avec le Code, il commence à percer. Et là, on est encore presque 50-50. Il y a plusieurs versions, mais enfin c'est 45-55%. À tel point qu'à ce moment-là, les indépendants non salariés se disent qu'ils ne veulent pas la sécurité sociale. Parce qu'ils disent que le salariat n'est pas assez fort pour garantir la sécurité sociale. Et c'est comme ça que vous avez une résistance de tous les indépendants. Sauf que l'histoire tranche. Le salariat commence progressivement à devenir majoritaire, probablement autour de mai 68. Et probablement, à coup sûr, autour de mai 81. Mitterrand, je ne cite pas souvent, Mitterrand, vous m'en excuserez, mais avait dit « J'ai été élu grâce à la majorité sociologique ». Ah, il s'est fait engueuler par tout son entourage pour avoir dit ça. Mais il avait en partie raison, parce que l'élection du président au suffrage universel avait été conçue pour que jamais ça ne soit gagné,
Sauf que la mutation sociologique qui s'était produite et qui faisait s'écrouler le nombre des indépendants, des commerçants, des artisans et des paysans, et qui faisait grossir la part du salariat, elle a nourri à la fois une grève générale que nous connaissons tous, sans doute la plus grande de l'histoire de l'humanité en pourcentage de participation, et puis ensuite une élection présidentielle réputée ingagnable, mais qui était un effet différé de cette grève et de la puissance du salariat. Et à partir de ce moment-là, le salariat monte, tenez-vous bien, probablement dans les années 90, il atteint 92-93% des actifs. 92-93% des actifs. Et d'un certain point de vue, les capitalistes, le patron, s'attaquent à ça. C'est une force sociale trop importante face à eux. Et donc, ils vont chercher à réduire tout ce qui a été acquis avec le salariat. Parce qu'en cours de route, de 1910 à 1995, mettons, il est arrivé tout, hein. Les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les délégués syndicaux, les CHSCT, et puis il est arrivé les prud'hommes avec une plus grande importance, il est arrivé la médecine du travail, il est arrivé l'inspection du travail, et vous avez commencé à voir arriver aussi les codes, le code du travail, il est passé de ça à ça, comme on dit toujours. C'est-à-dire qu'il y a eu des conquêtes juridiques, des conquêtes de toutes sortes, qui ont donné un statut et une puissance au salariat. Moi, ce matin, j'étais dans une émission de télé, le média, et puis j'étais obligé de répondre à l'actualité, l'Ukraine, Trump, etc. Puis à la fin, la journaliste me dit « Êtes-vous optimiste ?» Et j'ai cherché ma réponse, je l'ai trouvée. J'ai dit « Mais il y a une chose qui me rend optimiste, c'est la force du salariat. Même si la puissance de cette classe sociale n'est pas consciente, le travail des militants, c'est de la rendre consciente, en sachant qu'elle existe. Il y a 30 millions de salariés en France. 30 millions. 90% de la population active, parce que ça a rebaissé. Depuis le début des années 2000, c'est-à-dire Fillon, Sarkozy, Hollande, et puis à nouveau Macron, ils s'attaquent au salariat pour faire un retour aux journaliers, loueurs de bras, etc. Bon, maintenant, ça a des mots modernes, incubateur, start-upper. Le jour, je disais, c'est flasheur, je ne sais plus. Enfin, ça, hein, flasheur, c'est ça. Enfin, tous ces mots qui vous renvoient au fait qu'on recrée des statuts qui ne sont plus salariés, ou plutôt qui sont sans statut. C'est-à-dire que l'histoire de la conquête du statut du salariat, ils s'attaquent à lui partout. Alors, ils ont un peu de mal quand même. On va continuer précisément dans cet axe-là avec Arnaud. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même urgence. Alors moi, je prends les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a 28 millions de travailleurs des plateformes en Europe, donc au moins 5 millions de faux indépendants et 600 000 rien qu'en France. Et cette plateformisation de l'économie déborde sur plusieurs secteurs, que ce soit le médico-social, les services à domicile, l'hôtellerie, la restauration. Le mercredi 19 février 2025, les sénateurs communistes ont proposé au vote une résolution appelant à la protection des travailleurs des plateformes numériques. Que pouvez-vous nous dire sur l'ubérisation et en particulier des 600 000 ubérisés à requalifier en France? Alors, le total du chiffre, moi je le regardais hier, 2 400 000 prétendus auto-entrepreneurs. Mais il y en a que quelques centaines de milliers qui fonctionnent un peu ou beaucoup. Et en fait, un tout petit nombre. Ceci dit, les plateformes, ceux qui vivent à cause des plateformes, plutôt autour de 200 000, c'est à peu près ça. Alors, comment dire, un VTC, une fois, on m'en avait mis devant un chauffeur de chez Uber, c'était en sortant de je ne sais plus quoi, un soir, il n'y avait pas d'autre choix, et je cause avec le jeune homme, 25 ans. Je lui dis, bon, mais ça va? Il était 23 heures. Il dit, oui, mais j'ai commencé à 5 heures du matin. 5 heures, 23 heures. Je lui dis, mais vous faites ça tous les jours? Ah ben, il me dit, oui, parce que je n'ai pas le choix de faire autrement. Il m'explique que la voiture est louée, mais pas à son nom. C'est un parrain qui loue la voiture parce qu'il est trop jeune pour l'avoir, et donc il paye le parrain pour avoir la voiture et en leasing pour pouvoir servir Uber. Ensuite, il ajoute, il dit, mais quand je suis trop fatigué, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Et je lui dis, mais vous en sortez? Il me dit, ce mois-là, ça va être dur parce que j'ai eu un accident. Et la carrosserie, on ne peut pas rouler avec une carrosserie abîmée. Et donc, j'ai réparé. Et je lui dis, alors? Il me dit, ça m'a coûté 1 600 €. Ben, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il paye? Il me dit, j'ai envoyé une lettre à Uber, mais ils m'ont dit que c'était ma voiture. Je lui dis, mais alors, vous payez aussi l'essence?
et l'assurance. Alors, ils payent le parrain, l'essence, l'assurance, la réparation de la voiture. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous allez... Ah, il me dit, ce mois-là, c'est vrai que je suis obligé de faire à peu près tous les jours. Je ne prends pas de repos. Ah bon, on ne prend pas de repos? Non, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de statut de salarié. Pourquoi il prendrait du repos? Et vous avez une limite horaire? Non, il ne faut pas en ce moment, parce que j'ai les 1 600 € à rembourser. Et je ne peux pas faire autrement. Mais je dis, mais il va vous rester combien à la fin du mois? Il me dit, ce mois-là, j'escompte que je vais m'en tirer avec 1 200 €. Avec 70 heures par semaine, après avoir payé toutes les charges, qui pour le coup sont des charges que j'ai énumérées précédemment. Ça, c'est le sort d'un VTC. Bon, après, vous avez le même type de choses pour un informaticien qu'on va envoyer en déplacement, pour un prof turbo qu'on va envoyer faire de la formation sans compter ses heures de déplacement. Dans la restauration, j'ai vu moi, j'étais en service, c'est derrière un paquet d'années, mais c'est, disons, avant 2010, des auto-entrepreneurs fabricants de sandwichs. Je la dénonce, la boîte, c'était chez Subway. À l'époque, j'avais fait un tweet vengeur. J'avais été surpris d'être appelé par le DRH de Subway, qui m'avait retrouvé, qui m'a dit, Monsieur Filoche, ne dites plus ça, où c'était? Je dis, je ne vais pas vous le dire, je ferai mon procès verbal. Et il me dit, non, on arrête ça tout de suite, on ne veut pas une publicité comme ça. Je dis, je vais faire quelques Subway dans les jours qui viennent pour vérifier ça. Mais il le faisait pour des entrepreneurs en sandwich. C'est-à-dire que je les ai vus pour des tailleurs de pierre sous le pont Marie à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, le développement de l'auto-entreprise, qui est bidon, en fait, ça revient à être sans droit ni loi, et donc à revenir aux journaliers, aux loueurs de bras, à l'allocation, au tâcheron, c'est le mot que je n'avais pas utilisé tout à l'heure, mais au tâcheron, et payé à la tâche, sans qu'il y ait aucune des protections sociales qui ont été acquises par le salariat pendant un siècle. Alors, c'est bien parce que, c'est marrant parce que moi, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas habitué à dire que des droits positifs viennent de l'Union européenne. Ça m'arrive rarement, quoi. Ça arrive parfois, parce que par exemple sur les congés maladie, ça nous est venu pour réacquérir des droits au repos pendant qu'on était malade, c'est venu de l'Union européenne. Mais là, la directive de l'Union européenne qui rétablit une présomption de salariat. Alors l'histoire de la présomption de salariat, j'ai une toute petite partie. En 1995, Madelin avait fait sauter la présomption de salariat dans le Code du travail. Et j'avais bataillé, j'en avais eu la possibilité dans des conflits interminables dont je vous fais grâce, pour que Martine Aubry rétablisse la présomption de salariat, qui a été rétablie au tournant dans la deuxième loi sur les 35 heures. Et après, ils l'ont refait sauter, bien sûr. Et l'importance de la présomption de salariat, vous comprenez tous, c'est qu'un inspecteur du travail arrive, il voit le VTC, il dit tu reçois tes ordres de la plateforme, tu es présumé salarié, et donc ils te doivent les congés payés, ils te doivent la retraite, ils te doivent la santé, ils te doivent... c'est rien, c'est la défense du statut conquis en un siècle pour celui qui n'en a plus, quoi. Et finalement, au niveau européen, on est arrivé à cette directive qui, je ne veux pas mâcher le... Ça y est, c'est fait. Hein. C'est ça, c'est pas mâché. C'est savamment amené. On s'est partagé les rôles. Et en fait, il y a eu des tas de procédures, je vous les épargne en Europe, mais c'est arrivé que depuis septembre dernier, la directive qui reconnaît la présomption de salariat est en vigueur. Et par exemple, en France, elle doit être transposée, c'est le vocabulaire juridique, dans un délai de 2 ans à partir de septembre dernier. Alors comptez sur Macron pour attendre la dernière semaine des 2 années, s'il le fait. Parce qu'en plus, il peut ne pas le faire, bien qu'il ait l'obligation, puisque en théorie, une directive confirmée devient une loi dans les pays. Il peut ne pas le faire et tarder à la transposition. Mais déjà, quand même, ça permet, mais hélas, individuellement, à des auto-entrepreneurs VTC d'aller au prud'homme et de dire, écoutez, moi je travaille depuis 2 ans, 3 ans, il ne m'a pas payé mes cotisations sociales, il ne m'a pas payé comme ça. Et en général, en ce moment, ils peuvent gagner. Mais ils peuvent gagner individuellement. Ça leur redonne leurs droits à eux personnellement, mais ça ne leur redonne pas aux collègues qui n'est pas allé au prud'homme avec eux. Donc on peut envisager des actions communes. Il y a eu des dépôts communs de procédures dans le 93 avec 120 VTC en même temps qui allaient au prud'homme. Tout ça est possible, mais ça ne va pas aussi vite que ce que serait une transposition légale qui s'appliquerait de facto avec un contrôle de l'inspection du travail et avec une possibilité des organisations syndicales de vérifier
effectivement l'application du statut du salariat. Je t'ai mangé complètement le... Pas du tout. Mais Non. tu vas ajouter quoi? Oui, non, de toute façon, ce ne sera plus au livreur d'apporter la preuve de la subordination lorsqu'il le demande de la reconnaissance de leur contrat de travail au prud'homme, mais à la plateforme de prouver qu'ils sont indépendants. Et là, elle est là la grande différence. Et ça, c'est un point du projet, enfin, du projet de loi, en tout cas la transposition qui devrait arriver en On peut France. nous aussi inverser les normes. Oui, c'est On ça. peut y arriver. Mais il faut que ça arrive. Soit un groupe parlementaire peut éventuellement le faire dans une niche parlementaire. C'est une des choses qui pourrait se produire parce que un des groupes de gauche du Nouveau Front Populaire devrait pouvoir le faire, devrait même pouvoir le faire de façon unitaire à mes yeux, tous ensemble, mais ça permettrait d'essayer de passer avant que Macron et les ministres du Travail qui sont en train de se succéder ne se saisissent du problème. Mais présomption de salariat, c'est vraiment une chose très importante. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un bosser, il est présumé salarié. Présumé salarié. Et c'est le patron de démontrer le contraire. Non, je n'ai pas de rapport avec lui. Non, je ne lui ai pas donné d'horaire. Non, c'est pas moi qui le fais bosser. Je ne lui donne pas d'ordre. Il n'est pas mon subordonné. Vous savez tous dans cette salle que ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Un lien de subordination juridique permanent. Quand on est dans une entreprise, c'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Ce n'est pas vous. Vous êtes subordonné. Et j'ai toujours une histoire là-dessus, c'est que en rentrant dans une entreprise, une fois une DRH me dit « Bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. » Alors vous imaginez ma réaction. Je dis quoi, ils ne sont pas déclarés? Alors, mais si, monsieur l'inspecteur, ils sont déclarés. Mais écoutez, dans le code du travail, j'ai pas le mot collaborateur, ils sont salariés alors. Ah oui, mais nous les appelons collaborateurs, c'est pour les valoriser. Ben, je dis, mais vous êtes sûr de pouvoir les valoriser de cette façon-là? Si on avait mis le mot collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, vous êtes sûr que ça aurait été valorisant? Et elle de me dire « Ah oui, mais on n'est pas de la même génération ». Ce n'est pas une question de génération, c'est une question de droit. Ils ne sont pas collaborateurs, ils sont salariés et ils sont subordonnés. Et ce n'est pas pour dire qu'on les flatte ou on ne les flatte pas. C'est pour dire que s'ils sont subordonnés, en contrepartie, ils ont des droits. Vous les avez subordonnés, vous devez leur donner des droits. Ils sont subordonnés, Code du travail. Ils sont subordonnés, convention collective. Ils sont subordonnés, inspection du travail. Ils sont subordonnés, délégué du personnel. Ils sont subordonnés, comité d'entreprise. Ils sont subordonnés, la convention collective s'applique. Subordination n'est pas infamant, puisque les patrons ne se privent pas. Mais ce qui est la contrepartie de la subordination, il s'agit de ne pas la faire oublier par des mots. Ce sont des collaborateurs. Nous sommes sur le même plan. Nous disons ça pour montrer que non, il n'y a pas de partie égale dans le contrat de travail. Ce sont deux parties inégales. Et il vaut mieux le savoir. Faut pas. Parfois, il y a des gens qui jouent des coudes du genre, voilà, c'est comme vous savez les cadres qui disent moi j'ai pas d'horaire. Alors, j'ai 30 ans d'inspection du travail, j'en ai vu des cadres qui n'avaient pas d'horaire. Hein. Alors je leur disais mais vous êtes de quelle convention? Vous avez quel niveau? Ben, vous avez un horaire. Ah oui, mais moi je suis cadre. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'en fait, il y a très peu de cadres qui n'ont pas d'horaire. C'est les cadres supérieurs. Une toute petite partie des cadres, 0,5%. Quoi. Alors il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs. Ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont droit à un horaire, ils ont droit à un contrôle des horaires, ils ont droit à l'inspection comme les autres. Donc la définition du statut de salariat, c'est une chose essentielle. C'est pas quelque chose de comment dirais-je, les gens, ils s'ennuient à la télé, ils disent jamais le mot salarié. Non, salariat. Il y a même des gens qui disent salariat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, parfois on me dit prolétariat, mais c'est pareil, excusez-moi, mais c'est la subordination. On est exploité ou on est exploiteur. Je ne connais pas d'intermédiaire entre exploité et exploiteur. Alors c'est bien parce que tu as parlé de convention collective, de collectif, et c'est un petit peu cette question qu'on se pose aussi aujourd'hui. Les sociologues du travail, Robert Castel, par exemple, ont mis en évidence le lien entre précarisation du travail et désaffiliation des salariés pour les syndicats, pour les collectifs, pour les organisations collectives de salariés. Et puis un autre sociologue qu'on connaît bien, Bourdieu aussi, a mis en évidence le lien entre la difficulté
entre l'éclatement des organisations collectives salariales comme objectif de la précarisation, elle-même mode de domination dans la société. Alors, j'ai une petite nuance. J'ai bien connu Robert Castel, et puis j'ai fait des réunions avec lui, et j'étais hostile à l'idée de définir le précariat par rapport au salariat. Le précariat, c'est des salariés. Et je suis un militant de l'unification du salariat. Je répète bien ma phrase. Je ne suis pas pour souligner les différenciations, je sais qu'elles existent terriblement, que l'ingénieur n'a pas la même conscience que le balayeur, pourtant ils ont tous les deux un salaire. Ils sont tous les deux subordonnés. Ils relèvent tous les deux du Code du travail ou d'une convention collective. Et être militant de l'unification du salariat, c'est d'essayer de faire comprendre à toutes les couches du salariat, y compris les précaires, qu'elles ont un intérêt commun. C'est facile à dire, l'intérêt commun. Le salaire médian, en France, tout de suite, là, il est à 2028 €. 50% des gens sont en net à 2028 €. Si on prend le salaire brut, alors, en gros, 95% des salariés sont en dessous de 4 000 €, quoi. 3 800 à 4 000 €. Il y a plein de modes de calcul, etc. Mais c'est cette fourchette-là. Vous voyez ? Donc, en vérité, le salariat, on sait le cerner si on prend le salaire. Si on prend ensuite les tâches, alors, quand on n'est pas individualisé, quand on n'est pas ubérisé, du point de vue des tâches, la subordination est le lot commun de tout le monde. Hein, de l'ingénieur au balayeur, de l'informaticien au mécanicien, de l'infirmière à la secrétaire, du camionneur au chauffeur routier. Ils sont tous une situation qui est un contrat de travail avec les statuts qui vont avec et les conventions collectives qui vont avec. Donc nous avons intérêt à dire à tous ces gens, vous êtes de la même classe. Parce que c'est pas évident, hein. Vous savez bien comment ça se découpe dans les entreprises. Ouais, mais moi je suis cadre, mais moi je suis ceci. Oh, mais moi j'ai pas le même job que toi, etc. Et pourtant l'histoire du salariat est aussi une histoire où les pratiques se rapprochent. On parlait d'école bleue et d'école blanc pour les plus anciens. Le col bleu était dans le cambouis, le col blanc était dans le bureau en haut avec les manches de lustrine. Ça, c'est presque pas le cas. J'ai visité ArcelorMittal, les bleus sont impeccables et il n'y a pas de salissure dessus. Ce sont des quasi-ingénieurs. Donc en vérité, le rapprochement du col bleu et du col blanc s'est fait historiquement. L'employé, comme on disait, l'employé de chez McDonald's qui glisse sur les marches parce qu'il y a de l'huile et qui se brûle les doigts en rattrapant les hamburgers, il a un sort beaucoup plus défavorable que l'ouvrier de chez ArcelorMittal. Et le rapprochement ouvrier-employé-cadre, en fait, c'est presque historiquement fait. Parfois, il y a une nostalgie. Les gens disent c'est pas un vrai ouvrier, quoi. T'as pas de bleu. Mon père, il avait son bleu avec ses ficelles. Mais c'est pas le bleu qui fait l'ouvrier. C'est pas même pas notre tradition culturelle, parce que de Zola jusqu'à l'après-guerre, on a des images des cortèges de dockers. Il y en a encore comme ça. Je vois dans les manifs récentes. Mais c'est pas faut pas avoir la nostalgie de l'apparence ou de la culture ou des images cinématographiques. Il faut avoir les yeux ouverts sur la réalité. Le salariat est diversifié, mais en fait, ses intérêts, son mode de vie, c'est presque rapproché, mélangé, mixé. Et notre tâche est, à mes yeux, de rendre cette mixité, ce rapprochement, cette homogénéisation consciente, parce qu'elle ne l'est pas consciente. Le jour où elle est consciente, on a le pouvoir. Je vous le dis tout de suite. Le jour où les 30 millions de salariés savent qu'ils sont dans une même classe, qui subissent la même exploitation et qui se battent pour leur salaire, on a un nouveau mai 68. Et, excusez-moi, vous avez un vieil homme devant vous. J'ai écrit mes mémoires, c'est mai 68, histoire sans fin. Si je milite encore à 80 berges, c'est à cause de mai 68. J'ai vu en mai 68, en 3 semaines, les consciences se transformaient toutes. Les gens dont on disait qu'ils ne bougeraient jamais, ils ont bougé. Les gens qui étaient même pluriaques dans leur tête, antisyndicaux dans leur tête, c'est ceux qui venaient demander leur carte syndicale aux délégués en disant « Qu'est-ce que tu fous ?»
Et le renversement de conscience en mai 68 a été pour moi un exemple fabuleux. J'étais dans la région rouennaise, je raconte ça dans tous mes souvenirs, mais j'ai compris que si ça t'était fait une fois, ça pouvait s'en faire une deuxième. Et après, j'ai vécu des embryons, novembre 1995, ou des mouvements de jeunesse qui ressemblaient soit sur la loi de Vaquet, soit sur le CPE, c'est à qui ressemblaient. Mais toujours, il y a une disponibilité parce que cette classe sociale-là a des statuts. Et ces statuts, c'est à ça qu'ils s'attaquent. Et c'est ça qu'on doit défendre. Et c'est quand ces statuts sont attaqués, trop attaqués. Bon, je prends l'exemple tout récent des retraites. Quand même, vous avez entendu ce patron avant-hier, la BPI France. Le gars, il dit, ça suffit les retraites, parce que entre 62 ans et 75 ans, c'est des loisirs, c'est pas une retraite. Et à partir de 75 ans, c'est la retraite. Et arriver à découper les choses comme ça, et à dire que vous n'avez pas le droit de loisirs, ça sera métro, boulot, tombeau. Quand ils arrivent à ça, ils sont sans hésitation et sans pitié. Ils vont attaquer la totalité des statuts du salariat. J'avais commencé tout à l'heure, je m'en mêle, c'est pas grave, à dire ils veulent s'y attaquer, mais en fait, ils n'y arriveront jamais. Le salariat progresse sur toute la planète. Dans les 10 dernières années, il y a 1 milliard de salariés de plus. Imaginez-les. Ils sont en Chine, ils sont en Inde, ils sont au Brésil. L'économie informelle, c'est-à-dire celle à laquelle ils voudraient nous faire revenir, elle recule partout dans le monde. Et de plus en plus, il y a une organisation et des statuts qui se créent. C'est la logique. Sinon, alors on n'est plus matérialiste, on n'a plus l'espoir, on croit qu'on ne pourra plus transformer. Mais en vérité, 1 milliard de salariés en plus dans le monde dans les dernières décennies, tous ne sont pas au niveau de la France. On estime, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui dit qu'il y a 54% d'actifs sur la planète qui sont salariés. Juste majoritaire. Et en France, 90, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 93, et les derniers chiffres, c'est 87 ou 88. Parce que Macron marque des points avec cette histoire de précarisation, ubérisation, etc. Et donc on est de 93% des actifs salariés dans les années 90, on est probablement, les chiffres sont toujours disputés, mais autour de 87-88. On a reculé. Alors évidemment, ils n'arriveront jamais à faire reculer, à faire transformer la majorité du salariat comme ils le voudraient. Mais ils se servent de ce chantage, d'avoir des VTC, d'avoir des individualisations sans statut. Ils se servent de ce chantage contre les salariés. Et si tu n'es pas content, tu te mets à ton compte. Si tu n'es pas content. Et l'autre jour, je sortais d'un meeting à la Bourse du Travail de Paris, et je vois un jeune homme, 22, plein de vie, qui vient me voir, qui me dit « je vous ai bien écouté, monsieur Fila, je vous ai bien écouté, mais moi, je ne veux pas de patron. » Je lui dis « Alors ?» Enfin, il me dit « Je suis auto-entrepreneur. » Je lui dis « Mais tu es le rêve de Macron. » Il me dit « Ben non. » Il dit « Je ne veux pas de patron. » Il se pensait révolutionnaire. Hein. Il ne voulait pas de patron. Je comprends ça, là, d'un point de vue, c'est clair. Mais le truc, c'était de redevenir comme au 19e siècle pour ne pas avoir de patron. J'ai dit, c'est pas ça le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de défendre le statut du salariat, de l'élargir, d'empêcher que des gens n'en aient pas. C'est que les indépendants soient rattachés à la sécurité sociale et non pas qu'on se rattache au statut des indépendants. Et le mouvement même, c'est celui-ci. C'est pour ça qu'après, il faut les syndicats, il faut les droits, il faut les statuts. Il est resté un peu bouche ouverte. Mais j'étais content de cet échange avec le jeune, parce que c'est des idées qu'on te met dans la tête des jeunes. Démerde-toi, fais à ton compte, change tout le temps. Moi-même, dans les années 60, j'ai dû faire 12 boulots quand j'étais étudiant pour payer mes études. Mais en vérité, j'étais inconsciemment à la recherche d'un travail un peu plus durable. Alors, je lui dis tout de suite des chiffres. Parce que souvent, on dit la précarité a gagné dans beaucoup de secteurs. 15 à 18% du salariat. Le précariat de Castel. 15 à 18%. Bon. Mais le CDI est majoritaire toujours. Probablement autour de 85%, et même plus entre 29 ans et 54 ans. C'est la tranche d'âge où il y a le plus de CDI. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les entreprises ne peuvent pas fonctionner qu'avec des précaires. Il
faut avoir des salariés formés, qualifiés, sur lesquels l'entreprise s'appuie. Donc le corps et le cœur, les deux, du salariat est en CDI. Ce qui est précarisé, c'est alors soit la fin de la vie professionnelle, soit le début de la vie professionnelle. Alors les jeunes sont totalement pulvérisés par cette situation, ou soit les femmes et les immigrés. Tout ce qui peut être plus sensible aux pressions patronales, effectivement, a des statuts plus faibles. Et tout ce qui est plus qualifié, plus formé et plus indispensable à la production a des statuts plus forts, le CDI. Et ce qu'on veut, c'est pas s'aligner sur les statuts plus faibles, contrairement à ce qu'ils nous proposent. Ils disent qu'il faut que tout le monde soit faible pour que ça marche, mais même eux ne le font pas. Ils ne peuvent pas le faire. Leur boîte ne fonctionnerait pas, la production ne fonctionnerait pas. Il faut des gens de plus en plus qualifiés, de plus en plus formés. Donc en vérité, ça promeut l'avenir du salariat, et pas la marche en arrière vers le précariat et vers le retour au 19e siècle. Alors, il y a quand même une certaine exonération qui est mise en œuvre par le patronat, qui va s'extraire de la cotisation, qui va s'extraire de ses droits. Et ça, la CGT le combat. Arnaud ? Oui. Tu me laisses la parole. Petite liaison. On se retrouve souvent avec des salariés qui n'ont pas droit à la formation, qui n'ont pas droit au congé payé, à qui on enlève tout. On a souvent aussi la difficulté avec la barrière de la langue, puisqu'on a aussi beaucoup de travailleurs sans papier. Comment aujourd'hui, avec une baisse croissante des inspecteurs du travail, rien que sur le bassin d'emploi de Sète et le bassin de Tours, on n'a plus qu'un inspecteur du travail. Donc on se bat actuellement pour en récupérer 2 supplémentaires, mais aujourd'hui c'est la réalité. Comment on peut nous les aider? Alors syndicalement on les aide, politiquement il y a des partis qui les aident, il y a aussi des associations qui les aident, mais comment on peut peser dans le cadre des futures campagnes, qu'elles soient alors municipales, même si ça reste très local, mais présidentielles, comment on peut amener ce débat en politique et comment aussi sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur ces sujets. Et je vais ajouter la dernière question pour qu'on puisse après, à l'issue de cette intervention, ouvrir à la salle, puisque tu as évoqué les élections. Je voulais évoquer cet article paru en février dans l'Humanité Magazine, où Thomas Coutreau, économiste, est interrogé sur une recherche récente qu'il a réalisée et qui met en lumière 2 points. Le premier, c'est qu'il y a un lien entre conditions de travail dégradées et impossibilité de s'exprimer sur la dégradation de ces conditions de travail et le vote extrême droite. Oui. Dans le cadre, cette enquête, elle a été menée avec Thomas Piketty, où on a croisé différents éléments, différents résultats de la direction, le terme exact, direction de l'animation, de la recherche, des études et statistiques, la DARES, et ça a permis de mettre très clairement en lumière un lien entre conditions de travail dégradées, impossibilité de s'exprimer sur cette dégradation et vote d'extrême droite. Et un autre point qui est un lien direct mis également en lumière entre la souffrance au travail et la création inconsciente d'affects autoritaires. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un lien direct, comme je l'ai exprimé sur la condition de travail, mais aussi une espèce d'inconscient culturel qui se met en place. Plus on souffre au travail, plus on a un réflexe autoritaire, plus on a un affect autoritaire. Ah oui, vous avez raison tous les deux, je veux dire. Plus on fait reculer la conscience du salariat et ses statuts, plus, quelque part, le salarié est vulnérable dans l'exploitation qu'il subit et, n'ayant pas de moyens de défense, cherche des recours ou des faux-semblants de recours là où il le peut. En gros, Elon Musk, quand il veut proposer à l'Allemagne, vous avez lu ça, une usine Tesla il y a quelques semaines, mais comme condition au gouvernement allemand qu'il n'y ait pas de syndicat dans son usine. Disney avait fait pareil en France il y a maintenant 40 ans. Donc en vérité, il faut être autoritaire pour remplacer le fonctionnement
des organismes d'organisation du salariat, de ses statuts, des délégués, des syndicats. Une fois écrasé ça, il faut que l'autorité soit la plus puissante possible pour se substituer, ou plutôt pas pour se substituer, pour imposer un sort beaucoup plus dégueulasse, beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal et beaucoup, soi-disant, plus productif. Je dis soi-disant parce qu'en vérité, les contradictions sont là. Ça ne l'est pas aussitôt. Et si vous avez plus de conscience, si vous avez plus d'organisation, si vous avez plus de droits, en fait, vous produisez davantage, contrairement à ce qu'ils pensent. Mais eux veulent détruire cette situation et laminer l'ensemble des représentations des personnels dans les entreprises. Savez-vous un chiffre? Je me suis battu contre la loi El Khomri comme un chien à l'époque. Vous savez que c'est une loi qui n'a jamais été votée dans les lois pas votées. Elle a été adoptée par 49-3 à l'époque, par un gouvernement qui faisait passer le 49-3 contre sa propre majorité. Aucun député n'a jamais voté la loi El Khomri. Mais la loi El Khomri elle-même, elle avait une fonction, elle commençait par une chose, c'est de casser le principe de naissance du Code du travail, subordonner les entreprises aux besoins des salariés. El Khomri, c'était subordonner les salariés aux besoins des entreprises. Il n'y a pas besoin de dire, vous voyez, c'est totalement une contre-révolution dans l'esprit. Et ensuite, après, elle diminuait toutes les compétences des comités d'entreprise. Elle supprimait quasiment les CHSCT, puisqu'ils sont intégrés dans le comité d'entreprise. Le nombre des délégués, à partir de là, a baissé. On estime qu'avant la loi El Khomri, il y avait environ, il y a plusieurs écoles, mais 425 000 salariés protégés, c'est-à-dire qui avaient des mandats, dans la totalité des entreprises françaises. Aujourd'hui, probablement, il en reste autour de 200 000. Divisé par 2. Divisé par 2. Ça se ressent après dans toutes les entreprises. Quand vous êtes inspecteur du travail, vous voyez tout de suite la différence entre une entreprise où il y a un délégué avec lequel vous pouvez parler quand vous rentrez pour inspecter et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et une entreprise où il n'y a rien du tout. Moi, j'ai vu une entreprise, une de celles qui me vient à l'esprit en vous parlant, mais qui était une entreprise de tourisme, avenue de l'Opéra à Paris, mon dernier secteur dans le 2e arrondissement, où le patron qui avait 250 salariés, je lui disais, mais alors, le comité entreprise? Non, on n'a pas de comité entreprise, chez nous les gens sont heureux. C'est exactement comme ça, quoi. Et quand je faisais la première lettre recommandée en disant vous allez faire des élections, la deuxième lettre recommandée en disant vous allez faire des élections, la troisième où j'y vais en disant bon, le procès verbal, l'avocat est là et dit il faut que vous les fassiez. Et le gars met les affiches dans bureau par bureau, en allant mettre le papier pour les élections, en disant c'est pour ce connard d'inspecteur du travail, mais s'il y en a un qui se présente, je le vire. Évidemment, les salariés. On le vit tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Et les salariés reviennent voir l'inspecteur et disent voilà ce qui s'est passé. Et donc j'étais obligé, j'abusais un petit peu parce que je faisais le tour des bureaux et j'expliquais qu'il allait y avoir des élections, à quoi servaient les élections et quel était le droit. C'est-à-dire que je faisais à peu près 50 meetings dans la boîte pendant 2 heures ou 3 heures pour parler à tous les salariés et essayer de contrer l'effet de l'interdiction patronale. Et c'est là que, enfin, en un vieux mot, il y a une dialectique, quoi. C'est pas nous c'est pas vous qui nous aidez. On ne peut pas, inspection du travail, agir sans qu'il y ait des organisations syndicales et que les salariés se prennent eux-mêmes en charge. Ça, c'est impossible. On ne peut pas suppléer par le contrôle. Moi, j'ai vu faire dans des chantiers, dans ma vie, j'ai eu 14 accidents mortels. Vous savez comment on parle à un inspecteur? C'est 14 enquêtes sur un accident mortel en 30 ans. Bon. Mais chaque fois que ça arrivait dans un chantier, je faisais des trucs que tout le monde ne fait pas, quoi. J'arrivais, puis je hurlais. À tous les étages du chantier, dans tous les coins, pour que tout le monde m'entende. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos chaussures de sécurité? Et là, il n'y a pas de garde-corps, etc. Comment il n'y a pas de... Alors, le patron, il vous répond toujours, il y avait un garde-corps il y a 10 minutes. C'est pas de chance. Mais si vous essayez d'alerter, de compenser pour pouvoir mobiliser quand vous êtes inspecteur. Mais s'il n'y a pas un délégué qui remplace, qui relaie, c'est pas possible. Vous êtes parti ou vous faites avoir. Hein. Et donc, c'est impossible de contrôler sans que... Le contrôle vient, l'inspection du travail vient quand
il y a l'auto-organisation minimum des salariés à travers leurs syndicats et à travers des délégués et des représentants. Sinon, on peut y arriver, hein, avec beaucoup d'énergie, en jouant les shérifs et avec beaucoup de volonté. Mais on ne peut pas, en fait, on ne peut pas. Et d'ailleurs, ils ont diminué l'inspection du travail en même temps. C'est concomitant, c'était la loi Sapin du 14 juin 2013. El Khomri, c'était en août 2016. Mais ils avaient changé le statut de l'inspection du travail, parce que si vous avez du mal à avoir des inspecteurs du travail, c'est parce que nous sommes 1600, et il manque 350 postes non occupés, non remplis. Et ils ont fait un truc extraordinaire. J'en voulais à Sapin, c'était les premiers, ça s'appelait l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 13 janvier 2013. Et ça consistait, une section d'inspection, avant c'était un inspecteur, 2 contrôleurs, 2 secrétaires, avec un territoire donné. Ils ont regroupé tout ça, ils ont fait devenir les contrôleurs inspecteurs, tous les contrôleurs étaient ravis, mais ils ont enlevé le statut de chef de service à l'inspecteur, et ils ont mis un directeur d'unité de contrôle par-dessus, qui en fait décide de tout, y compris du suivi des procès-verbaux, etc., etc. Et ils ont enlevé les petites unités de travail qui existaient, en faisant ce qui se fait dans toutes les assurances, des poules de secrétariat, en anonymisant, ça a des petits détails, mais vous savez, il n'y a plus de bureau, vous recevez dans un box. À Paris, quand j'ai commencé comme inspecteur du travail en 1982-83, il y avait 11 immeubles, comme on disait. Il n'y en a plus qu'un. Ce qui fait que le salarié du 20e, il faut qu'il aille dans le 19e. Du 15e, il faut qu'il aille dans le 19e. Et au lieu d'être ventilé, d'être près du terrain, c'est devenu de plus en plus inaccessible. Déjà que dans une permanence, quand j'ouvrais une permanence, il y avait 6-8 personnes dans une matinée, c'était déjà très difficile à faire. Et pourtant, les permanences, c'est essentiel pour un inspecteur, parce que c'est là où on peut venir se plaindre auprès de lui, et lui peut intervenir dans l'entreprise. Mon premier secteur, enfin j'ai d'abord été en agriculture, en Champagne-Ardenne, mais mon premier secteur dans le 3e arrondissement, j'avais 3000 entreprises, 30 000 salariés. J'y suis resté 15 ans, je crois, dans celui-là. J'ai dû visiter sur 3000 entreprises 1 millier. Il y en a que je ne vois jamais, soit parce qu'il n'y a pas de plainte, soit parce que je n'ai pas le temps d'aller pousser la porte. Je réponds déjà aux premières que je dois suivre, et je ne vais pas pousser la porte d'à côté, et puis c'est la porte d'à côté, peut-être il y a un problème. Vous avez, dans les petites entreprises... Alors, moi je suis de ceux qui disent, je n'aime pas le mot entreprise, en fait. Je suis à contre-courant. Entreprise. Entreprise, c'est comme des poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. C'est pas du tout la même chose. Et il y a 1 million d'entreprises de moins de 10, et il y a 1000 entreprises, en gros, de plus de 1000 salariés. Ça, c'est les requins. Et il y en a 200 000 au milieu. Et les 200 000, c'est de la sous-traitance en cascade. C'est-à-dire que certaines... en gros, les entreprises de plus de 50, alors il y a 3% d'entreprises de plus de 50 salariés, 1 sur 2 est sous-traitante, et parfois elle n'a qu'un seul sous-traitant. C'est-à-dire que quand ils ferment, c'est ce que vous voyez quand il y a des licenciements dans une boîte, tout autour ferme, parce que c'est les sous-traitants. Je vous signale que c'est la première fois que je le lis, parce que dans le programme de la NUPES, ça n'y était pas. Je regarde toujours les détails de la partie travail, et dans le programme du nouveau Front Populaire, ça y est. Il n'y avait rien sur la sous-traitance dans la NUPES, mais il y a 3 lignes sur la sous-traitance dans le programme du nouveau Front Populaire. On progresse. Hein ? On progresse. Oui. Pardon, on a perdu le salaire maximum à 20 SMIC, mais on a perdu des choses, mais ça a été ajouté. Et je vous dis, les 3 lignes sur la sous-traitance, c'est de dire, 1, que le donneur d'ordre doit être responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, juridiquement, pénalement, financièrement, économiquement. Alors ça existe déjà un peu dans le Code du travail, mais ça n'est pas systématique, ce qui fait qu'on ne peut pas incriminer systématiquement le donneur d'ordre qui se décharge avec des délégations dans un chantier. Vous regardez le chantier, vous avez le donneur d'ordre en haut, vous avez les entreprises sous-traitantes de premier rang, les entreprises sous-traitantes de deuxième rang, puis quand vous êtes inspecteur, vous mettez déjà 1h30 pour retrouver tout le monde dans le chantier, et puis alors, c'est là que vous trouvez les boîtes d'intérim avec les salariés illégaux, clandestins, qui sont en bas, et ça, ils ne figurent pas sur la fiche. Si vous régulez la sous-traitance, alors, d'abord, une chose, par exemple, en Allemagne, il n'y a qu'un niveau de sous-traitance. Appliquez ça en France.
Vous changez tout. Changez tout dans toutes les... Un seul niveau de sous-traitance autorisé. Je vous donne une deuxième façon de procéder. Que les entreprises sous-traitantes soient alignées sur la convention collective du donneur d'ordre le temps de la mission. Vous changez tout le caractère de la sous-traitance. Parce qu'au lieu d'être une sous-traitance de main-d'œuvre, ça devient une sous-traitance technologique. Telle entreprise ne peut pas faire ça, elle fait appel à l'entreprise qui sait le faire. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Vous êtes dans un chantier, vous avez 100 entreprises générales, parce que le gars, il a 3 compagnons, puis qui travaille. Et le gars en bas, d'ailleurs, il vient voir l'inspecteur, puis il dit « Oh, c'est vrai, j'ai pas de chaussures de sécurité. Ah, c'est vrai, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Mais m'en veuillez pas, monsieur l'inspecteur, j'ai payé 3 000 € pour avoir le marché. » Une fois qu'il a versé 3 000 €, il faut qu'il les récupère. Et c'est ces gars et lui qui travaillent 10 heures, 11 heures, 12 heures pour récupérer les 3 000 € qu'il a versés au donneur d'ordre pour... Si vous dites « j'aligne la société sous-traitante sur la convention collective du donneur d'ordre le temps de la mission », c'est très logique. Hein, c'est très logique. Ça existe déjà en principe pour les contrats individuels comme les CDD. Vous êtes normalement aligné sur celui que vous remplacez. Ou même pour l'intérim, ça doit même figurer sur la feuille d'intérim. Si vous l'appliquez à la sous-traitance, ce principe-là, vous changez considérablement les choses. Et il restera après l'amorcellement des petites entreprises. Parce que moi, ça m'énerve quand ils vous disent tous les jours à la télé, il y a 60 000 entreprises qui ferment. Mais il y a trop d'entreprises dans ce pays. M'excuse, trop d'entreprises bidons. Il y en a autant qui souffrent que celles qui ferment. Ça sert à tout. Tous les trafics, tous les blanchiments, toutes les ruptures de droit. Et donc, en vérité, il faut obliger à ce qu'il y ait, par exemple, je vais prendre qui coupe les cheveux là, Begin. Vous avez Begin ici, ou Jean-Louis David, n'importe quoi. Bon, vous savez combien ils ont chacun de magasins coupe-cheveux en France? 1000 magasins chacun, ou 700, 800, quoi. Dans chaque magasin, qu'est-ce qu'il y a? 7-8 personnes. Vous savez, les coiffeuses apprenties debout toute la journée qui balayent les cheveux derrière sans avoir le droit de toucher à une coupe et qui font le shampouinage seulement. Bon, 7-8 personnes, 8-9 personnes, mais jamais plus de 10. Parce que vous atteindriez un seuil de délégation. Et pourtant, nationalement, Begin doit avoir autour de 2500 salariés. Ben, ils n'ont pas de DP, ils n'ont pas de CE. Ils n'ont aucun CE. Alors, comment régler ça? Et je vous dis, c'est simple. L'inspecteur du siège a le droit de dire que c'est une unité économique et sociale. Mais alors, pour faire reconnaître par un juge, actuellement, une unité économique et sociale, il faut vous lever de bonheur. Hein, parce que vous dites non, ils ont la même enseigne. Oui, c'est à peu près le même salaire. Oui, ils font à peu près le même métier. Oui, mais le patron, il va vous dire, ils sont tous franchisés, j'ai rien à voir avec. Et il faut que vous fassiez... Il faut qu'il y ait une présomption, la même chose que pour le salariat, d'une seule entreprise. L'inspecteur du siège dit, ben voilà, c'est une unité économique et sociale, et c'est au patron, s'il se plaint, d'aller voir le juge, vous inversez la charge de la preuve. Et celui qui dit, non, non, j'ai mis un établissement franchisé, ben bonne chance pour le prouver. Hein, une fois que vous avez établi qu'ils sont tous, en fait, avec la même enseigne, bon, voilà. Et donc, reconnaître une unité économique et sociale, aligner les sous-traitances sur les donneurs d'ordre. Une seule niveau de sous-traitance, et le donneur d'ordre est responsable de ce qui se passe sous ses ordres. On me dit parfois que ce n'est pas possible de faire la révolution en France. Je vous assure que si vous faites ça, vous changez tout. La vie des syndicalistes, la vie des inspecteurs du travail, le respect du droit. Vous n'avez pas besoin de compter les contrôles à l'infini, parce que vous avez fait un autre rapport entre les grosses et les petites entreprises. Et je vais vous dire quelque chose, si vous faites ça, vous vous mettez les petits patrons dans votre poche, contre les gros. Ce qui est souvent un problème, puisque les gros se servent des petits comme base de manœuvre, arriérée, fascisante, brutale, en disant « Monsieur l'inspecteur, là, rien à foutre de la paperasse, moi, j'ai autre chose à faire, je bosse, vous n'allez pas m'embêter. » Quand je ne me faisais pas traiter de gestapiste. Hein. Parce que les insultes contre l'inspection du travail, on en recense entre 80 et 100 chaque année, très brutales, très violentes, quand ce n'est pas des agressions physiques. On a quand même eu 2 collègues qui se sont fait assassiner en 2004. Bon. Et donc, ce n'est pas un boulot facile d'aller affronter le patron. Ma fille, elle disait, le boulot de mon père, c'est d'emmerder les patrons. Je la laissais dire. Mais on est la police des patrons, quelque part. On est ceux qui, les imposants, ont de respecter le droit. Les directeurs du travail et puis les ministres du travail, ils disent non, non, allez conseiller les patrons. Hein, vous leur donnez des conseils, ils ont besoin de conseils.
Et nous, on disait, les inspecteurs que nous étions, on disait non, s'ils ont besoin de conseils, ils vont voir leur avocat, ils vont voir leur pépinière d'entreprise, ils vont se débrouiller, ils n'ont qu'à se former après tout. Si un patron ne connaît pas le code du travail, il n'est pas digne d'être un patron. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds par le gars qui vous dit que le code est trop gros, quoi. Hein, vous vous rappelez de Bayrou, une fois dans une émission, sortant son code du travail? Oui. Vous savez, c'était le gros code du travail en disant c'est pour ça que ça ne marche pas, les entreprises. Et après, il avait sorti un code petit, gros comme ça, en disant voilà le code du travail suisse. Ça, c'est un exemple. Cet homme ment tout le temps. Mais là, c'était un très gros mensonge. Parce que le code qu'il balançait était un Dalloz qui est composé des lois, des décrets, des arrêtés, avec une explication dans le texte, avec des jurisprudences qui alourdissent le texte. Il existe un seul texte un seul code du travail, c'est celui au moment de la recodification, c'est-à-dire celui de 2007, où il est sorti un Dalloz avec les lois. Il est gros comme ça, comme le code du travail suisse, quand il n'y a que les lois, quand il n'y a pas la jurisprudence ou les commentaires. Donc il mentait, sachant très bien qu'il étalait un texte qui était autre chose. Et surtout, il n'y a pas de code du travail en Suisse. Il n'y a pas de code du travail. Ce sont des conventions par canton qui ont été négociées avec un texte général qui doit dater de 1937 sur la philosophie générale du respect des droits des salariés. Et après, ce sont des cantons. Et il y a même des choses particulières en Suisse, puisqu'il y a des visites de contrôle qui sont des patrons et des inspecteurs en même temps, pour contraindre les patrons à suivre l'inspecteur, et seul l'inspecteur décide dans le duo. Donc ce qu'il disait sur la Suisse n'avait rien à voir, il mentait encore, mais il ment surtout, Bétaram aussi. Mais le mensonge sur le code du travail était flagrant. Et surtout, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'il faut réduire le code du travail. 20 ans, depuis la recodification du code du travail. Laurence Parisot, elle avait dit « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait en 20 ans? Ils ont augmenté le code du travail de 20%. Le dernier de l'année dernière est plus gros que celui que Bayrou avait sorti sur la table il y a 20 ans de ça. On va vous donner la parole. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est passionnant. Service public. Ouais. Voilà, donc...